Survivre à une bombe atomique relève du miracle, mais survivre à 2 bombardements nucléaires, c'est l'histoire incroyable de Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur japonais devenu le seul homme officiellement reconnu pour avoir survécu aux 2 attaques atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Et son témoignage exceptionnel nous entraîne au cœur de l'été 1945, à une époque où le monde s'apprête à découvrir l'arme la plus destructrice jamais utilisée. Prépare-toi à suivre un récit hors du commun, celui d'un homme qui a traversé 2 fois l'enfer nucléaire et vécu pour le raconter. C'est parti! En 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. En Europe, le conflit s'est terminé en mai, mais dans le Pacifique, la guerre fait toujours rage. L'Empire du Japon, coincé par les Alliés, refuse de capituler. De leur côté, les États-Unis disposent d'une arme secrète développée dans le plus grand secret, la bombe atomique. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, un bombardier américain B-29, surnommé Enola Gay, largue la première bombe nucléaire de l'histoire, Little Boy, sur la ville d'Hiroshima. L'explosion dévaste instantanément la cité. On estime qu'environ 140 000 personnes y périront d'ici la fin de l'année 1945. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe atomique, Fat Man, est larguée sur Nagasaki, faisant près de 70 000 victimes supplémentaires. En l'espace de quelques jours, ces 2 bombardements atomiques font plus de 200 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Un bilan humain sans précédent. C'est dans ce contexte apocalyptique que va se dérouler l'histoire de Tsutomu Yamaguchi, un homme qui est pris dans la tourmente de ces 2 explosions nucléaires. À l'été 1945, Tsutomu Yamaguchi a 29 ans. Ingénieur maritime, employé chez Mitsubishi Heavy Industries, il séjourne à Hiroshima depuis 3 mois pour le travail, participant à la conception d'un nouveau pétrolier. Le 6 août doit être son dernier jour sur place. La mission touchant à sa fin, Yamaguchi prévoit de reprendre le train pour rentrer chez lui à Nagasaki, où l'attendent sa femme Isako et leur fils âgé de quelques mois. Tôt ce matin-là, il se rend vers le port du chantier naval de Mitsubishi, en vue de quitter la ville avec 2 collègues, Akira Iwanaga et Kuniyoshi Sato. Il réalise soudain qu'il a oublié son hanko dans les bureaux, alors qu'il en a absolument besoin pour ses documents. Le hanko, pour faire simple, c'est un sceau personnel japonais. C'est l'équivalent d'une signature officielle, mais sous forme de tampon. Et chaque personne en a un avec son nom gravé dessus. On l'utilise pour signer des documents, des contrats ou des autorisations. Et au Japon, surtout à l'époque, sans hanko, un document n'avait aucune valeur. Et du coup, il fait demi-tour pour le récupérer et ce contretemps va le placer involontairement au cœur de l'histoire. Aux alentours de 8h15, alors qu'il marche non loin du chantier naval, Yamaguchi entend le vrombissement d'un avion dans le ciel dégagé. En levant les yeux, il aperçoit un bombardier B-29 qui largue un petit objet rattaché à un parachute. Quelques secondes plus tard, une lumière blanche aveuglante embrase le ciel. Instinctivement, Yamaguchi se jette au sol dans un fossé. L'instant d'après, une onde de choc titanesque l'arrache du sol. Il est projeté en l'air comme une feuille dans un tourbillon, avant d'être violemment plaqué au sol plusieurs mètres plus loin dans un champ de patates voisin. Pendant un moment, c'est le néant. « Je ne savais pas ce qui s'était passé, je crois que je me suis évanoui un instant », racontera-t-il plus tard. Quand Yamaguchi reprend conscience, un voile de ténèbres recouvre Hiroshima en plein jour. Autour de lui, tout n'est plus que silence et obscurité, comme si le temps s'était figé. La matinée claire est devenue brutalement sombre. L'explosion atomique a soulevé un immense nuage de poussière et de débris masquant le soleil. En levant la tête, Yamaguchi distingue un champignon de feu s'élevant dans le ciel au-dessus de Hiroshima. Autour de lui, des cendres retombent en pluie. Yamaguchi est grièvement blessé. Situé à seulement 3 km de l'hypocentre de la bombe, il a subi de plein fouet les effets de la déflagration. Le souffle lui a crevé les tympans, le laissant quasiment sourd sur le moment. L'éclair était si violent qu'il l'a aveuglé pendant quelques instants. Et il y a encore la chaleur infernale qui a été dégagée par l'explosion et qui le brûle gravement. Il voit que tout son côté gauche du haut de son corps est touché. Son visage, son bras, son torse, par endroits les brûlures atteignent malheureusement même le 3e degré.
Et quand il arrive enfin à se relever, il est encore à moitié assommé, il a le corps en feu, il regarde un petit peu autour de lui et il voit que c'est le chaos. Il n'arrive toujours pas à réaliser l'ampleur de ce qui vient de se produire. Autour de lui, Hiroshima est méconnaissable. La bombe atomique vient d'anéantir la majeure partie de la ville en un instant. Des bâtiments entiers se sont volatilisés ou ne sont plus que des squelettes calcinés. Les rares structures encore debout, comme le célèbre dôme de l'industrie qui restera en ruine, témoignent de la proximité de l'enfer. Alors le dôme de l'industrie, c'est un bâtiment bien précis d'Hiroshima. À l'origine, il s'appelait le palais de la promotion industrielle de la préfecture d'Hiroshima. En fait, c'était un bâtiment administratif qui était utilisé pour des expositions et le développement économique. Et après la bombe, il fait partie des très rares constructions à être resté encore debout. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été conservé en ruine et il est connu sous le nom de dôme de la bombe atomique, ou Genbaku Dome. Il est même devenu un symbole du bombardement et un mémorial pour la paix qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Yamaguchi, encore sous le choc, commence à errer dans ce décor apocalyptique. Il cherche des repères, des visages connus. Bientôt, il retrouve miraculeusement ses deux collègues, Akira Iwanaga et Kuniyoshi Sato, qui étaient eux aussi dans la ville pour affaires. Eux aussi ont survécu à l'explosion, bien que blessés. Un soulagement immense au milieu du chaos. Les trois hommes sont en vie. Ensemble, ils décident de quitter les lieux avant que la situation n'empire, ignorant encore que l'arme utilisée ne dégage pas seulement une explosion, mais aussi une radiation mortelle invisible. La journée du 6 août se déroule dans la confusion la plus totale. Yamaguchi et ses collègues assistent impuissants aux scènes d'horreur qui se déroulent autour d'eux. La ville flambe encore. Partout, des blessés errent parmi les décombres, le corps couvert de brûlures atroces. Beaucoup sont méconnaissables. Les rues sont jonchées de débris, de matériaux en fusion et de silhouettes calcinées figées dans des postures de supplice. Les rares survivants cherchent de l'eau et des secours dans un paysage de cauchemar. Yamaguchi, sérieusement brûlé et assommé, réussit à trouver refuge avec ses collègues dans un abri anti-aérien encore intact pour y passer la nuit. Au cours de ces nuits d'angoisse, Yamaguchi ne ferme quasiment pas l'œil. La douleur de ses brûlures est intense. Dehors, Hiroshima n'est plus qu'un brasier. Il entend au loin les gémissements des blessés, les crépitements des incendies qui consument ce qu'il reste de la cité et l'écho lointain des sirènes. Il ignore si l'attaque va se répéter, si une deuxième bombe frappera. Il pense à sa femme et à son enfant à Nagasaki, sans savoir que par un incroyable destin, il va les retrouver bien plus tôt que prévu. À l'aube du 7 août 1945, Tsutomu Yamaguchi et ses deux collègues émergent de leur abri. Hiroshima offre un spectacle d'apocalypse. Pour ces trois survivants, une priorité s'impose. Quitter la ville dévastée et rentrer à Nagasaki le plus vite possible. Ils espèrent y trouver des soins et prévenir leurs proches de leur survie. On leur a rapporté qu'étonnamment, malgré le chaos, la gare aurait repris du service et que des trains partent encore. Yamaguchi, Sato et Iwanaga entament alors un périple pénible à travers les ruines fumantes d'Hiroshima pour rejoindre la gare. Et le trajet jusqu'à la gare ressemble à une véritable descente aux enfers. La ville est méconnaissable, les bâtiments sont détruits et les rues encombrées de débris. Pour avancer, Yamaguchi doit puiser dans ses dernières forces. Et à un moment donné, les trois collègues arrivent devant un pont effondré et ils découvrent la rivière en contrebas qui est remplie de silhouettes immobiles. Probablement des personnes qui ont tenté d'échapper aux flammes. Pour traverser, Yamaguchi n'a pas d'autre choix que de passer par l'eau. Et tout au long du chemin, il croise des blessés errants, des regards perdus des habitants couverts de cendres qui avancent lentement comme des ombres. Mais malgré l'horreur, Yamaguchi reste concentré et s'accroche à une seule idée, sortir de ce cauchemar et rentrer enfin chez lui. En fin de journée, le 7 août, les trois collègues parviennent enfin à la gare d'Hiroshima. Miraculeusement, un train s'apprête à partir vers Kyushu, l'île où se trouve Nagasaki. Le convoi est bandé de passagers blessés cherchant tous à fuir l'enfer d'Hiroshima. Yamaguchi monte dans un wagon où s'entassent des hommes, des femmes, des enfants blessés et en état de choc. Lui-même a le visage et les bras enveloppés dans des linges pour couvrir ses brûlures. Il s'effondre sur un siège, épuisé, le corps et l'esprit engourdis. Le train démarre pour un lent trajet de nuit à travers le Japon, reliant lentement Hiroshima à Nagasaki. Pour Yamaguchi, c'est un voyage irréel. La veille encore, il travaillait paisiblement à Hiroshima, et le voilà désormais fuyant une ville anéantie, le cœur meurtri, sans savoir ce qui l'attend en rentrant chez lui. Aux premières lueurs du 8 août 1945, le train de rescapés arrive enfin en gare de Nagasaki. Yamaguchi descend du wagon avec difficulté. Il est exténué, fiévreux, ses plaies le font atrocement souffrir. Sans perdre de temps, il se rend directement à l'hôpital.
Là, un médecin, ancien camarade de classe qu'il connaît depuis sa jeunesse, l'examine. Mais le praticien met un moment à le reconnaître. Le visage de Yamaguchi est si grièvement brûlé et noirci qu'il est méconnaissable. Une fois son identité confirmée, le médecin administre à Yamaguchi les premiers soins. Désinfection de ses plaies, bandages propres et quelques médicaments pour soulager la douleur et la fièvre. On ne peut toutefois pas en faire plus en cet instant, car même à Nagasaki, les ressources commencent à manquer avec la guerre qui s'éternise. Après sa visite à l'hôpital, Yamaguchi, couvert de pansements, rentre enfin chez lui retrouver sa famille. Il franchit le seuil de sa maison, fiévreux et titubant. Sa mère, en le voyant entrer, pousse un cri en portant la main à sa bouche. Elle ne le reconnaît pas immédiatement. L'homme en face d'elle, le visage enveloppé de bandages et le regard fiévreux, ressemble à un revenant. Un instant, sa mère croit voir un fantôme. Son fils, qu'elle pensait à Hiroshima, qu'elle a cru mort dans le bombardement de la veille, se tient là devant elle, l'air spectral, comme revenu d'entre les morts. « Tsutomu, est-ce bien toi ?» Yamaguchi la rassure du mieux qu'il peut. Bientôt, c'est l'émotion et la joie qui submergent la famille. Malgré ses blessures, Tsutomu est vivant. Son épouse, Hisako, bouleversée, le serre contre elle avec leur petit garçon Katsutoshi. L'inquiétude qui la rongeait depuis l'annonce de la destruction d'Hiroshima peut enfin s'apaiser. Du moins, le croit-elle. Yamaguchi passe la journée du 8 août chez lui, en convalescence. Son corps est brûlé et bandé. Il souffre terriblement et développe une forte fièvre. Sa famille veille sur lui. On pourrait penser qu'après un tel cauchemar, il resterait plusieurs jours à se reposer. Mais Tsutomu Yamaguchi, animé par un sens du devoir presque obstiné, prend une décision surprenante. Dès le lendemain matin, il retournera travailler. Il estime sans doute devoir faire son rapport à ses supérieurs de Mitsubishi et participer tant que possible à l'effort de son entreprise malgré son état. Alors là, pause 2 secondes. On parle d'un homme brûlé, fiévreux, bandé de partout, qui a survécu à la pire explosion jamais vue par l'humanité. Et pourtant, le lendemain matin, il se dit « Bon, j'ai peut-être pris une bombe atomique, mais le boulot, c'est le boulot. » Parce que oui, Yamaguchi décide de retourner travailler, pas dans 6 mois, pas qu'on ça ira mieux, le lendemain. Si ça, c'est pas être l'employé du mois, je sais pas ce que c'est. Après, c'est peut-être culturel, est-ce que c'est le sens du devoir, le stoïcisme japonais ou l'amour pour son entreprise ? Probablement un peu de tout ça, mais ce que Yamaguchi ne sait pas encore, c'est que le destin n'a clairement pas fini de s'acharner sur lui. Le jeudi 9 août 1945, Tsutomu Yamaguchi se lève péniblement à l'aube. Malgré la fatigue accablante et les vertiges, il tient à se présenter au bureau de Mitsubishi à Nagasaki. Entièrement couvert de bandages sous ses vêtements, il se rend à son travail pour signaler sa présence et raconter ce qu'il a vécu à Hiroshima. Ses collègues à Nagasaki n'en reviennent pas de le voir en vie. Dès qu'ils apprennent qu'il rentre d'Hiroshima, ils l'encerclent avec émotion, lui exprimant leur soulagement qu'il ait survécu. Yamaguchi, encore traumatisé, tente de décrire les horreurs dont il a été témoin. Vers 11h du matin, malgré la douleur, il assiste à une réunion dans une salle de conférence de Mitsubishi. La rumeur de son expérience hors du commun est arrivée jusqu'aux oreilles d'un directeur de l'entreprise. Ce dernier souhaite un compte-rendu détaillé de ce qui s'est passé à Hiroshima. Yamaguchi se tient donc face à ses supérieurs et collègues et entame le récit de la veille. Il décrit le flash aveuglant, le bruit assourdissant et la ville pulvérisée en une seule explosion. Mais son supérieur l'interrompt. « Tu divagues, Yamaguchi, tu es gravement blessé, tu as dû prendre un coup sur la tête. Une seule bombe ne peut pas raser une ville entière. » Aux yeux de cet homme, ce que raconte Yamaguchi défie la raison. Donc les gens, ils ont de la peine à le croire. Comment croire qu'une seule arme ait pu causer une destruction d'une telle ampleur ? Beaucoup à l'époque avaient justement jamais entendu parler d'une bombe atomique, donc ils ne pouvaient pas vraiment concevoir son pouvoir dévastateur. Yamaguchi insiste, cherchant ses mots pour convaincre son patron de la véracité de son témoignage. Soudain, en plein milieu de la discussion, une nouvelle lueur blanche, aveuglante, illumine toute la pièce. Instinctivement, Yamaguchi hurle. Il reconnaît immédiatement ce flash sinistre. C'est le même qu'à Hiroshima. En une fraction de seconde, Yamaguchi se jette au sol, se cachant sous un bureau. Un instant plus tard, une immense détonation secoue le bâtiment. L'onde de choc brise les fenêtres, projetant des éclats de verre et des débris à travers la salle de réunion. Les murs tremblent, le sol vibre, le plafond se fissure par endroits. Autour de Yamaguchi, c'est la panique. Ses collègues crient, se jettent eux aussi au sol ou cherchent une issue. Nagasaki vient d'être frappé par une bombe atomique à son tour. Il est 11h02 du matin lorsque Fatman explose au-dessus de la ville à environ 3 km de l'endroit où se trouve Yamaguchi.
Par un concours de circonstances extraordinaires, Yamaguchi se retrouve une deuxième fois en 3 jours exposé à une explosion nucléaire. Cette fois, la bombe de Nagasaki est encore plus puissante que celle d'Hiroshima. Cependant, les collines autour de Nagasaki et la solidité du bâtiment Mitsubishi qui est construit en béton armé leur offrent une grande protection. La salle de réunion se trouve près d'un escalier en béton, ce qui a sans doute atténué la violence du souffle pour ceux qui étaient à l'intérieur. Là, c'est quand même incroyable. En l'espace de 3 jours, 2 bombes atomiques ont explosé au-dessus de lui. Et Yamaguchi est toujours en vie, presque indemne. Alors bien sûr, le souffle a complètement arraché ses bandages, mais aucune nouvelle blessure grave ne s'est ajoutée à celle qu'il portait déjà. C'est un véritable miracle. Par contre, le truc embêtant, c'est qu'il a bien sûr reçu une nouvelle dose de radiation sans le savoir. Et autour de lui, c'est de nouveau le chaos. Le bureau, il est sans dessus-dessous, les vitres éclatées, les papiers éparpillés et le mobilier renversé. Et là, il se relève au milieu de ses collègues, encore sous le choc. Et à partir de là, son responsable ne pouvait que croire à son histoire. Son premier réflexe, alors que Nagasaki n'est plus qu'un chaos de fumée et de flammes, est de courir vers son domicile pour retrouver sa famille. Le cœur affolé, il traverse une ville ravagée. Des quartiers entiers de Nagasaki viennent d'être anéantis par l'explosion. Il retrouve des scènes tragiquement semblables à celles d'Hiroshima. Bâtiments effondrés, rues dévastées, des blessés et mourants partout. Chaque pas est une angoisse en imaginant ce qu'il va trouver chez lui. Arrivé dans son quartier, il découvre sa maison partiellement effondrée. Une partie de la structure s'est écroulée sous le souffle. Yamaguchi est alors saisi d'effroi. Et si sa femme et son fils n'avaient pas survécu ? Il les appelle en criant leur nom et en fouillant les décombres de son logement. Contre toute attente, il aperçoit bientôt sa femme Hisako, le bébé dans les bras. Ils sont vivants, avec seulement des blessures légères. Yamaguchi laisse éclater sa joie et son soulagement. Il serre sa famille contre lui en pleurant de gratitude. Par quel miracle ont-ils échappé au pire ? Hisako lui explique qu'au moment de l'explosion, elle était sortie chercher de la pommade pour soigner ses blessures. En entendant l'alerte et en voyant la lueur, elle a eu juste le temps de se réfugier avec leur enfant dans un tunnel à proximité. Cette protection improvisée les a sauvés. C'est quand même vraiment incroyable. L'ironie du sort est que si Yamaguchi n'avait pas été blessé à Hiroshima, son épouse n'aurait pas eu besoin de sortir chercher de la pommade pour couvrir ses blessures et elle se serait probablement trouvée à la maison avec le bébé au moment de l'explosion et il y aurait eu des conséquences beaucoup plus tragiques. Donc on peut dire que l'accident à Hiroshima a indirectement contribué à sauver la vie de sa famille à Nagasaki. Mais malgré ce miracle, les épreuves de Yamaguchi ne sont malheureusement pas terminées. Les jours qui suivent vont mettre à rude épreuve son organisme et son esprit. Dans les jours qui suivent le bombardement de Nagasaki, Tsutomu Yamaguchi subit les effets combinés de ces 2 expositions aux radiations. Ses blessures s'infectent et le clouent au lit. Il est pris de fièvre intense, se met à vomir fréquemment et ses cheveux commencent à tomber. Sa famille tente de le soigner au mieux dans un refuge où ils se sont repliés après la destruction de leur maison. Le 15 août 1945, alors que Yamaguchi lutte pour sa survie, le Japon annonce finalement qu'il se rend. L'empereur Hirohito prend la parole à la radio pour déclarer l'acceptation de la capitulation, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais Yamaguchi, terrassé par la maladie, accueille la nouvelle sans réaction. « Je n'éprouvais rien, ni tristesse, ni joie », confiera-t-il plus tard à propos de cet instant. Presque inconscient, il était trop accablé pour ressentir le moindre soulagement patriotique ou la moindre amertume. Au fond de lui, il pensait qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Contre toute attente, dans les semaines qui suivent la capitulation, son état finit par s'améliorer peu à peu. Yamaguchi survit une nouvelle fois là où tant d'autres irradiés succombent dans les semaines ou mois suivant les bombes. Ses brûlures finissent par guérir lentement et il retrouve progressivement la vue et l'ouïe, bien que son oreille gauche restera définitivement sourde. Une fois suffisamment rétabli pour reprendre une vie normale, Tsutomu Yamaguchi s'efforce de tourner la page. Dans le Japon, occupé d'après-guerre, il trouve un emploi comme traducteur pour les forces américaines d'occupation, mettant à profit ses connaissances linguistiques. Quelques années plus tard, il devient même enseignant, avant de retourner finalement à son métier d'ingénieur chez Mitsubishi dans les années 50. Contre toute attente, il parvient à mener une vie relativement ordinaire pendant un temps. Avec sa famille Hisako, ils auront 2 filles supplémentaires,
agrandissant leur famille en dépit des craintes liées à d'éventuelles séquelles génétiques. Malheureusement pour Yamaguchi, il ne sort pas totalement indemne de ces expériences. Il va souffrir toute sa vie des stigmates physiques laissés par les bombes. Il va devoir vivre avec la perte de ses cheveux qui vont repousser une dizaine d'années plus tard. Sa peau porte encore les cicatrices impressionnantes sur le visage et le bras. Et il connaît également des maladies chroniques qui sont liées à l'irradiation. Sa famille subit aussi le contre-coup sanitaire de l'irradiation. Son épouse Hisako, exposée à la pluie radioactive à Nagasaki, aura une santé fragile et développera à terme un cancer du foie et des reins. Elle décédera en 2008 à 88 ans des suites de ces cancers, après une vie marquée par la maladie. Leur fils aîné, Katsutoshi, né en 1945, mourra également d'un cancer à l'âge de 59 ans en 2005. Leurs 2 filles survivantes souffriront aussi de problèmes de santé récurrents, qu'elles attribueront aux expositions nucléaires de leurs parents. Ainsi, même si Yamaguchi a survécu sur le coup aux 2 bombes, les effets des radiations l'accompagneront, lui et sa famille, tout au long de leur vie. Psychologiquement, Tsutomu Yamaguchi porte un poids immense. Comme beaucoup de survivants des bombes atomiques, qu'on appelle d'ailleurs au Japon les Ibakusha, il est hanté par des souvenirs terribles. Et pour tenter de faire face à ça, il écrit des poèmes et des récits. Et pendant longtemps, il va rester discret publiquement. Alors d'une part parce que dans le Japon d'après-guerre, les Ibakusha sont souvent stigmatisés. On les craint, on pense qu'ils sont malades ou que leur enfant pourrait l'être. Et certains ont même du mal à trouver du travail. Et d'autre part, il reste discret parce que Yamaguchi lui-même estime qu'il n'a pas le droit de se plaindre. Il se considère plus chanceux que d'autres qui ont tout perdu. Et du coup, pendant des décennies, Tsutomu Yamaguchi va rester un survivant parmi tant d'autres, en essayant de reconstruire sa vie dans l'ombre sans faire de bruit. Ce n'est qu'à partir des années 2000, plus de 60 ans après les événements, que Yamaguchi commence à parler ouvertement de son calvaire. À l'approche de ses 90 ans, il sent que le temps est venu de témoigner pour la postérité. Ayant connu 2 fois les bombardements atomiques et y ayant survécu, c'est mon destin que d'en parler, déclare-t-il en 2006. En réalité, un déclic s'est produit quelques années plus tôt. Dans les années 80, Yamaguchi souhaitait déjà partager son histoire, mais son entourage l'en a dissuadé. Après la mort de son fils et de sa femme, des suites de cancers qu'il attribue aux bombes, il n'a plus de raison de se taire. Il estime au contraire de son devoir de prévenir les générations futures des dangers de l'arme nucléaire. Dès 2005, il publie un livre autobiographique, Le Camphrier irradié, dans lequel il raconte sa vie et les 2 bombardements qu'il a subis. L'année suivante, en 2006, il participe à un documentaire intitulé Twice, consacré aux doubles survivants Hiroshima-Nagasaki, projeté aux Nations Unies. À cette occasion, devant un parterre international, Yamaguchi lance un plaidoyer vibrant pour l'abolition des armes nucléaires. Lui, qui avait un temps envisagé de se suicider avec sa famille si le Japon perdait la guerre, est devenu un ardent messager de la paix. Dès lors, malgré son âge avancé, Tsutomu Yamaguchi multiplie les interventions publiques. Il visite des lycées, témoigne dans les médias, voyage même à l'étranger pour porter son message. Il veut faire comprendre au monde entier l'horreur absolue que représentent les armes atomiques. La raison pour laquelle je hais la bombe atomique, explique-t-il, c'est à cause de ce qu'elle fait à la dignité des êtres humains. Sous son apparence modeste et humble, brûle en lui la conviction que son histoire peut empêcher de répéter les erreurs du passé. J'ai marché et rampé au fond de l'enfer, je devrais être mort, mais mon destin était de continuer à vivre, confie-t-il à un journaliste quelques mois avant sa mort. Ces mots témoignent du poids de son vécu et de son désir de le mettre au service de la paix. Et pendant longtemps, Tsutomu Yamaguchi n'a même pas recherché à avoir une reconnaissance particulière pour avoir survécu aux 2 bombes atomiques. Il est enregistré comme Ibakusha seulement à Nagasaki dès 1957 lorsque le gouvernement japonais a officiellement reconnu les victimes de bombardements et a enfin commencé à leur accorder leur assistance. Sa carte de Ibakusha ne mentionnait à l'époque que Nagasaki, car c'est là qu'il résidait. Yamaguchi, heureux d'être en vie et relativement en bonne santé, n'a pas insisté pour faire valoir son exposition d'Hiroshima pendant des décennies. Ce n'est qu'à l'approche de ses 90 ans qu'il décide de faire reconnaître officiellement son double parcours de survivant. En janvier 2009, il adresse une requête aux autorités pour être ajouté aux listes des survivants d'Hiroshima, estimant que c'est son devoir envers l'histoire. Après vérification de son témoignage et de ses documents de l'époque, le gouvernement japonais accède à sa demande. Le 24 mars 2009, Tsutomu Yamaguchi est officiellement reconnu comme survivant des 2 bombardements atomiques.
64 ans après les faits, il devient le premier individu à recevoir ce statut de double Hibakusha de la part des autorités. La nouvelle de son statut particulier fait le tour du monde et met en lumière l'histoire de Yamaguchi. Les médias le surnomment parfois l'homme le plus malchanceux du monde, pour avoir été à 2 endroits maudits à 2 dates fatidiques. En décembre 2009, à 93 ans, Tsutomu Yamaguchi apprend qu'il souffre d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Après tout ce qu'il a traversé, c'est une maladie sans doute liée une fois encore aux radiations qui s'apprêtent à l'emporter. Il s'éteint paisiblement le 4 janvier 2010 à Nagasaki, entouré de ses proches après une vie hors du commun. Le nucléaire aura fini par avoir raison de lui, écriront certains journaux à l'annonce de son décès. Son histoire, elle, survit et continue de faire écho bien au-delà des frontières du Japon. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour la partager autour de toi, parce que la mémoire n'existe que si elle circule. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser ton like et à partager en commentaire ce que tu penses de ce récit, et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite elle aussi d'être racontée. Prends soin de toi, ciao.